fondateur et PDG d'une société de développement logiciel. Je vais partager une petite expérience avec vous. En 2011, nous avons monté un business de vente sur Internet pour le compte d'une société. Et bien évidemment, on est parti chercher du trafic des clients sur Facebook Ads et sur Google Ads. Comme on vient du monde de la techno, on a mis en place ce qu'on appelle les outils qui vont nous permettre de mesurer le retour sur investissement. Donc, notre client, il avait la possibilité d'appuyer sur un bouton pour savoir quel client est venu par quel canal, comment il s'est comporté par rapport aux campagnes qu'il a reçues. Donc, on fait ce qu'on appelle de l'analyse comportementale marketing. C'est un sujet qu'on a maîtrisé en 2011, à la page. On a développé la connaissance du client, ce qu'on appelle le marketing prédictif. C'est un sujet aujourd'hui abordé par les géants mondiaux qui s'appellent IBM et autres. Tout ça pour aboutir au résultat suivant. J'appuie sur un bouton, j'ai ce qu'on appelle mon profil client. Combien m'a coûté mon client pour qu'il soit transformé du stade du prospect au stade client. C'est technique, en fait. Je partage l'info avec vous. Fito, en Tunisie, aller chercher un client sur Facebook Ads coûte 20 fois moins cher qu'un client sur Google Ads. Ça n'existe nulle part dans le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle le comportement du Tunisien, puisqu'on vient d'une révolution où les gens ont fait confiance à Facebook et c'est des algorithmes qui gèrent ça. Très important. Alors, ça, une première remarque. Deuxième remarque. Alors, le digital, c'est très vaste. Vous l'avez très bien présenté. Ça touche ce qu'on appelle à la chaîne de valeur client. Le marketing multicanal, l'analyse marketing, le prédictif, lequel client, etc., etc. Je peux juste vous demander d'aller très très vite pour poser votre question, parce que malheureusement, sinon après... Ma question, elle est toute simple. La transformation digitale touche l'entreprise du haut vers le bas. Ça touche à la chaîne de valeur client, le marketing, la vente, la satisfaction client, la fidélité, les produits, quels produits proposer, est-ce qu'on a la bonne clientèle pour passer le bon produit, etc., etc. Ça touche tout ça finalement. Ma question, elle est toute simple. En Tunisie, on est connecté, on va dire, mais dans le e-business, on n'est pas très développé, mais ça bouge. Alors, ma question, comment font les entreprises dans d'autres pays ou d'autres pays pour aborder ce sujet-là? Puisque ce n'est pas un sujet qui concerne le marketing, c'est un sujet qui concerne tout le monde. On parle de transformation de l'entreprise. On lit dans les analyses, dans le secteur bancaire aux États-Unis, 3000 agences ferment en 2 ans. On n'a plus besoin d'agences qui coûtent cher en CAPEX, OPEX, machin. On fait de la banque à distance. Alors, c'est un sujet, on le montre comment? Alors, est-ce que c'est top-down? Est-ce que c'est le top manager, c'est le PDG de la banque qu'il faut convaincre? Ou alors, ça se passe comment? Alors, voilà. Là-dessus, vous avez... je ne sais pas si quelqu'un... je me lance. Voilà. Comment il faut y aller, etc. Tout dépend des situations et des secteurs. L'urgence est un facteur. C'est-à-dire que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des gens qui vendaient des disques. Ce marché a disparu. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des agences de voyage partout au coin des rues. À l'échelle mondiale, c'est un secteur qui est sinistré. Il reste encore un certain nombre de pays qui s'en sortent, mais c'est parce qu'ils sont protégés de l'arrivée du digital. Donc, la bonne approche, c'est l'agilité. La bonne approche, c'est d'accepter de se tromper. Ce qui est nouveau. On était dans un système, encore une fois, où en réunion, celui qui disait une bêtise, en disant si on faisait ça, ça se terminait par un échec, il était très mal vu. Ça, maintenant, il ne faut plus. Il ne faut plus juger de la même façon quelqu'un qui va prendre une initiative qui échoue. Parce que tous les experts qui vous racontent que dans 5 ans, ça sera comme ci ou ça sera comme ça, sont des gens qui vous mentent. Ils n'en savent rien. Voilà. Avant le lancement de l'iPhone, personne n'avait vu
que le business du web était en train de se transformer complètement et d'arriver sur le mobile. Donc il y a une rupture technologique qui a ouvert un nouveau marché, et puis avant ça, on ne pouvait pas se projeter. Donc on ne le saura pas. Moi, je reprends mon allégorie de la pièce noire. C'est exactement ça. Vous êtes dans une pièce noire. Après, vous avez des gens qui vont vous expliquer qu'à mon avis, c'est première à gauche, deuxième à droite, etc. etc. Peut-être que ça sera ça. Mais globalement, ils se plantent. Ils ne savent pas. Donc, avancez à tâtons, faites des tests et posez-vous des questions simples. À chaque fois, vous devez avoir compris pourquoi vous faites quelque chose. Moi, je rencontre toute la journée des gens qui disent « Voilà, il faut que je fasse ça. » Pourquoi ? Parce que mon concurrent le fait. Ok ? Parce que mon président m'a dit qu'il fallait le faire. D'accord ? Et pourquoi ? Pourquoi faire ? Si vous faites des choses sans savoir pourquoi, eh ben, a priori, vous n'aurez pas de retour d'investissement et vous ne pourrez pas être satisfait parce que vous ne savez pas, vous allez faire d'un autre côté, vous ne pourrez pas être déçu non plus parce que vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Mais bon. Voilà, allez-y simplement, tranquillement, par étapes, mais bougez. C'est en bougeant, en vous prenant les pieds dans le tapis que vous allez apprendre qu'il y a un tapis par terre. Il faut faire gaffe. Et que la prochaine marche, vous allez bien la faire. Donc faites-vous accompagner, je pense, par des gens qui vont vous aider à faire du cadrage digital. Nous, on en fait beaucoup chez Business et Décision. Ce sont des missions qui sont très ponctuelles. Ça vous aide à passer des choses. Et après, il y a des éléments de transformation qui ont été évoqués qui sont très simples. La relation client, voilà, il n'y a plus besoin d'être un grand sage pour savoir qu'il faut avoir un CRM qui est connecté à un certain nombre de choses. Maintenant, vous avez des standards, vous avez des éditeurs avec des bonnes solutions et vous avez des entreprises qui savent les implémenter. Merci. Je pense que c'est un sujet qui est d'actualité et c'est un vrai débat. En fait, la vraie question, si je reformule, sur cette partie digitale, qui prend le lead? Est-ce que c'est le marketing ou le CTO ou le DSI? C'est un peu ça la question. Est-ce le marketing qui prend le lead ou est-ce un sujet technico-technique pris en charge par les DSI? Je pense que les avis divergent, mais je pense qu'il y a des réalités dont il ne faut pas s'éloigner. La première, c'est que le marketing, hier, aujourd'hui et demain, est responsable de l'expérience client et du revenu et du 360 degrés. Donc ça, c'est, à mon avis, vrai hier, aujourd'hui et demain. Après, je pense que tout dépend des profils des entreprises et des DSI. Il y a des DSI qui sont très orientés business et donc ils sont force de proposition et qui travaillent en binôme avec le marketing. Et là, ça peut aider l'entreprise à apporter cette touche technologique pour améliorer l'expérience client, quel que soit son canal. Donc je pense que c'est un vrai sujet, mais le marketing, il est clair, restera leader. Et ça, c'est un avis d'homme de marketing. Hein. C'est ça ? Pure IT, ouais. Voilà. Qui a vécu une transformation en cours de route. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est que je pense qu'on associe très souvent, et là, je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs dans la salle et beaucoup de recruteurs, marketing devient très souvent, et là je reviens en Tunisie, marketing égale com. On le voit dans les recrutements, on pense toujours com, pub, Facebook et tout ça. Alors que le marketing, c'est, si on revient à la base, il est responsable de tout, il est responsable du chiffre d'affaires et de l'expérience client, quel que soit son canal. Ça, c'est la deuxième réalité. Après, je pense que je ne vais pas donner une réponse, mais je vais essayer de vous suggérer une idée pour les soirées ou le week-end prochain. Mercredi dernier, il y a eu quasiment le même séminaire à Paris avec BFM Business et 01 Informatique. Qui était moins bien quand même. Ouais, avec le décalage horaire en plus. Et donc, je vous invite à aller visiter les vidéos et le site web de l'event BFM Business qui s'appelle aussi Transformation Digitale. Et une des réponses qui a été donnée, elle a été donnée par le président de Accor Hôtel, avec une centaine, pour ne pas dire des milliers d'hôtels. Alors, pour faire la transformation digitale de la chaîne Accor Hôtel, avec la concurrence de TripAdvisor et Booking, ils ont mis une équipe transverse où tous les métiers sont présents, de 200 personnes, avec 8 initiatives, tout est adressé sur le web, et c'est un travail pluridisciplinaire. Quand on travaille sur le client, et là, c'est le multicanal,
c'est très transverse. Et la question, c'est plus le lead. Aujourd'hui, le lead, il est chez le client, c'est lui qui décide et toute l'entreprise doit s'adapter à ça. J'aimerais simplement dire que ce que vient de dire Diem inspire une remarque par rapport à un nouveau poste qui s'est créé dans les entreprises et qu'on voit de plus en plus aujourd'hui s'imposer. C'est le poste de Chief Digital Officer, et c'est un nouveau poste, ou de Chief Information Officer, mais digital aujourd'hui. Et vraiment, ça remet le digital au centre de l'entreprise, avec un poste qui y est dédié. Et ce profil-là est censé effectivement coordonner les différents services, avoir une vision, s'organiser en interne, porter la stratégie. Et donc ça montre quelque part effectivement toute la valeur que cette nouvelle tendance va avoir et a déjà dans de nombreuses grandes organisations. Alors là, on parle d'un aspect qui est très éphémère, puisque la fonction même, l'objectif du directeur digital est généralement de veiller à sa propre perte. C'est-à-dire de diffuser tellement le digital en interne qu'on n'a plus besoin de lui. Donc il faut d'abord avoir beaucoup d'abnégation pour occuper ce poste. Donc je conseille à ceux qui postulent de le savoir, d'en prendre conscience. Effectivement, ce genre de poste, que ce soit Chief Digital Officer ou Chief Innovation Officer, etc., c'est tout qu'on le prend. Aujourd'hui, c'est clair que on est tous conscients que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fera pas dans 5 ans. Ça ne sera pas le même métier. Et on sait très bien que c'est le digital qui va complètement bouleverser ce qu'on est en train de faire. Donc des chefs de produits que vous avez aujourd'hui, vous n'écrirez plus le même job description maintenant que dans 5 ans. Ça, c'est clair. Mais au-delà de ça, et ce n'est pas une question de marketing, je pense, ou d'IT, etc., je pense et c'est vrai que les grandes entreprises ont du mal à se repenser comme ça, parce que c'est beaucoup plus facile de cloisonner les directions. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Soyons très clairs. Je suis RH, honnêtement, c'est beaucoup plus... Voilà, direction IT, tout est clair, tout le monde a un scope clair, et puis tout le monde travaille sur un petit bout de la chaîne, et puis là, je suis tranquille. Sauf que le digital, ce que vous avez dit, ça touche à tout. On a parlé de service client, effectivement, on a parlé de marketing, on a parlé d'intégration de systèmes d'information, etc., d'IT. Donc, c'est des sujets, on n'est plus chacun dans son petit... c'est le Fordisme, si on prend une comparaison de l'industrialisation, où chacun avait un petit boulon. Ça, c'est fini. Et ça, on va l'intégrer. En Tunisie, ça va arriver. Mais ailleurs, effectivement, on parlait de Google, etc. C'est ça qui se passe. C'est plus les mêmes organisations. Je prends Nike. On a pris Nike qui vend des chaussures à la base. Il n'a rien c'est pas une start-up, c'est pas une application, c'est pas un site. C'est simple, c'est des baskets. Ils sont partis dans les objets connectés, dans des interfaces qui récupèrent des datas quand vous courez, justement parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait de la valeur ajoutée pour vous accompagner dans le coaching de votre running. Ils se sont repensés, pareil, de l'interne. Aujourd'hui, un chef de produit Nike, c'est plus celui qui était il y a 5 ans. Aujourd'hui, il est drivé digital, il est drivé ROI, il est drivé objet connecté, etc. Pas juste chaussures. Donc, juste pour dire, il y a cette transformation, effectivement, dans l'entreprise qui doit arriver. Peut-être qu'en Tunisie, on mettra un peu plus de temps, effectivement, mais elle va arriver. Et juste quelque chose, il y a une attitude. Je ne vais pas parler de jeunisme ou d'âge, etc., parce qu'on a eu la discussion. Je pense qu'il y a une attitude à adopter. Juste pour finir, je suis désolée, moi j'aime bien les petites anecdotes parce que ça illustre à chaque fois les choses. Très rapidement, Laurent. Ce sera ma dernière intervention, je te promets. On parle toujours de Steve Jobs comme un visionnaire, comme quelqu'un d'une intelligence absolue, en avance sur... Certes, tout ça, mais c'est pas ça qui a fait Apple. Et c'est ce que dit très bien un penseur qui est très intéressant, qui est Malcolm Gladwell, qui dit en fait, Steve Jobs, c'est pas ça qui a fait Apple. C'est juste quelqu'un qui avait le sens de l'urgence. Et tu l'as dit le mot, le sens de l'urgence. C'est quelqu'un qui disait je le fais tout de suite. En fait, l'user interface du Macintosh et la souris, il est parti, il l'a vu dans un centre de recherche à Palo Alto de Xerox. Xerox, juste pour vous dire, c'était Apple des années 60. C'était le géant de l'informatique des années 60, 70. C'est eux qui régnaient là-dessus. Ils avaient un centre de recherche avec des ingénieurs, les meilleurs ingénieurs du monde, avec des budgets de fous. Et ils leur disaient, prenez votre temps, développez des choses.
qu'on utilisera plus tard. Lui, il est parti, il a vu justement l'user interface graphique avec les icônes et la souris. Il a dit, mais c'est génial, ce truc est génial, il faut le produire maintenant. Il est reparti, il a vu son équipe, il leur a dit, vous me sortez la même chose, maintenant. La souris qui coûtait $300, je la veux à $15 et je veux l'user. C'était Macintosh. Donc, ce sens de l'urgence aussi, c'est peut-être ça qui nous manque. Moi, mon sentiment aussi en Tunisie aujourd'hui, c'est qu'on est dans cette latence, on verra, ça va arriver, on verra. Mais il y a ce sens de l'urgence qui doit arriver à un moment ou à un autre. Alors, en parlant de sens de l'urgence, on va parler timing. Donc, nous, on s'engage à répondre de façon plus courte, et je souhaite que les personnes qui posent leurs questions fassent de même. Allons-y. Ce chiffre, parce qu'il y a des personnes qui ont 2 ou 3 comptes. Ça, c'est très fréquent en Tunisie. Voilà, donc... pardon ? Ah bon. Alors, sinon, j'aimerais revenir concernant le e-commerce en Tunisie. En fait, c'est lié à un problème culturel, à part tous les problèmes qu'on connaît, le paiement, tout ce qui est logistique et tout ça. Donc, c'est un problème culturel. Le Tunisien, il est, comme les Méditerranéens, sud-méditerranéens, très tactile. Donc, le problème, c'est qu'il veut toucher avant d'acheter le produit. Et rien que pour acheter une baguette ou un truc ordinaire, il choisit entre 3 ou 4 pains, voilà, pour sortir. Donc apparemment... Donc voilà, par rapport à ça, moi je suis pas pessimiste mais réaliste. Le e-commerce c'est pas demain en Tunisie. En revanche, il y a le r-commerce qu'on en parle maintenant et c'est le the relationship, c'est-à-dire de l'e-commerce qu'il faut développer en Tunisie. Je ne sais pas si vous avez déjà cette approche ou comment faire ça en Tunisie. Voilà. Merci. Sur le r-commerce. Bon, il est dicté par un état de fait qui est la mauvaise qualité en fait des produits. En fait, le Tunisien, pourquoi il choisit pour prendre une baguette? Parce que la qualité n'est pas la même. Donc c'est juste pour répondre à ça. En plus, l'arnaque elle est assez fréquente. Donc c'est le comportement il est dicté par la réalité du marché. Bon, à part ça, pouvez-vous nous éclairer un peu sur le positionnement de la qualité des données et la problématique de la qualité des données en tant que facteur clé de succès d'un projet de transformation digitale? Y a-t-il, selon votre expérience, d'autres facteurs clés de succès qui méritent d'être cités? Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Monsieur, peut-être, est-ce que vous pouvez lui amener le micro, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, en fait, je voulais dire, et aussi une dernière remarque. En fait, il ne faut pas souhaiter quand même que Amazon s'installe en Tunisie. D'ailleurs, on voit que ça a complètement sinistré le secteur culturel en France et que ce n'est pas avec le peu de librairies qu'on a en Tunisie qu'on est prêt d'accueillir un géant comme Amazon ou un autre géant de la distribution. Merci. Alors, je vais prendre votre dernière question et ensuite je ferai circuler le métier. J'ai récemment vendu une entreprise qui faisait beaucoup d'offshore dans le digital et on faisait travailler, on externalisait pas mal de nos projets en Tunisie ou dans d'autres pays. Mais en tout cas, la Tunisie est reconnue pour la qualité des ingénieurs qui sont formés. Donc vous avez une jeunesse, pas que une jeunesse, enfin si, moi j'estime, tous les ans j'estime que la jeunesse s'arrête à un âge plus important, hein, ça doit être parce que voilà. Donc maintenant j'estime que les jeunes c'est jusqu'à 42 ans, comme ça me fait 2 ans de plus à faire. Donc vous avez une jeunesse qui est très connectée et vous avez des gens qui sont très compétents pour développer des applications et pour s'en servir. Donc pour moi, sur la question, est-ce qu'on a les gens qui sont capables de faire cette révolution en Tunisie? La réponse est oui. D'ailleurs, elle est déjà faite là où c'est disponible. Hein. Sur Facebook, c'est fait. Alors même s'il y a effectivement plusieurs comptes, c'est déjà fait. Sur votre faire le soleil, mais quand il pleut, j'y peux rien. Amazon va arriver. C'est une question, pas de secondes, c'est une question de mois ou d'années. Et il se prépare. Voilà. Donc il y aura de toute façon un moment donné où la barrière va s'effondrer. Et où vous allez vous retrouver dans la situation de tous les autres pays. Alors, Amazon n'est pas partout encore, mais à chaque fois, ils procèdent de la même façon. Ils attendent que les conditions soient là,
ils ne préviennent personne, et un beau jour, vous apprenez qu'il y a un entrepôt qui a ouvert. Et là commencent les problèmes. Donc, il est très important de savoir que ça va arriver et de s'y préparer, puisque vous avez la chance d'être protégé par un certain nombre de contraintes. Voilà. J'aimerais juste rajouter une remarque par rapport à la première question qui a été posée par monsieur sur la formation. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui, au-delà des ingénieurs et de la formation qui existe aujourd'hui pour les ingénieurs en Tunisie, je pense qu'il est important de commencer à regarder au niveau des écoles, des universités, etc., ce nouveau poste, cette nouvelle tendance, avec des profils qui seraient orientés davantage big data, davantage digital, et qui seraient donc formatés avec une orientation beaucoup plus claire par rapport à ces problématiques nouvelles, qui serait une couche supplémentaire par rapport à tout ce qu'ils auront déjà reçu comme formation classique dans les écoles d'ingénieurs. Donc vraiment, j'invite effectivement les formateurs de façon générale à s'y pencher. Et pour rebondir sur ce point-là, on dit souvent que les gens qui font la révolution sont des gens qui sont dans l'institution déjà. En gros, si vous prenez des gens qui viennent, par exemple, d'autres entreprises, ils vont arriver avec des techniques, avec une connaissance digitale, mais qui ne va pas forcément être appliquée à la réalité de l'entreprise. Pour avoir une évolution réussie, il vous faut cette connaissance, mais en même temps des compétences et surtout une façon de penser qui va remettre en cause ça. Donc, moi, mon conseil là-dessus, c'est de regarder où sont ces personnes dans l'entreprise. Et vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas toujours bien notées. Quelqu'un qui est très innovant, c'est-à-dire qu'il ne se satisfait pas du système dans lequel il est. Donc, par définition, il va être mal noté par ce système, puisqu'il veut en inventer un autre. En gros, on se dit que c'est un peu l'emmerdeur du coin, là, qui à chaque fois avec ses idées, il nous embête, il n'est pas discipliné, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Bon, chez ces gens-là, vous avez souvent les gens qui maîtrisent, qui connaissent l'entreprise, qui ont vu des failles, qui ont poussé des idées, et qui après peuvent implémenter cette modification. Peut-être une anecdote là-dessus, et après je passe la parole. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé au responsable de la cellule Ben Laden à la CIA? Il était muté aux archives au moment où c'est arrivé. Pourquoi? Il était responsable de regarder ce qui se faisait, il suivait Ben Laden tout le temps, et à un moment, il disait, attendez, on va se prendre un attentat, on va se prendre un attentat, on va se prendre un attentat. Ça va arriver, avant les tours jumelles. Sa hiérarchie en avait tellement marre, il a dit, bon, alors celui-là, aux archives. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement la certitude que ça allait arriver, il avait tellement de données qui convergeaient vers cette certitude, qu'il a pris l'initiative de lui-même pour sauver son pays, d'appeler le FBI. Alors là, hors process, ça va pas, t'es puni, tu vas aux archives. Quelques semaines après, quelques mois après, on sait ce qui est arrivé. Il y a eu 2 avions qui se sont plantés dans les tours jumelles et personne n'avait vu venir ça dans la plus grande, au sein de la plus grande puissance du monde. Incompréhensible. Donc, dans les entreprises, c'est pareil. Vous avez des gens qui travaillent au quotidien avec vous, qui ont une vision, qui disent « mais pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne fait pas comme ça ?» Ces gens-là, il faut les écouter. Et alors, tous n'auront pas des choses intelligentes à dire, mais tous n'auront pas des choses stupides à dire. Donc écoutez-les et vous allez apprendre énormément de votre entreprise. Après, il n'y a qu'à suivre. Faites l'arbitre, vous êtes là-haut, vous n'avez pas besoin d'avoir votre idée. Il y a des gens qui ont des idées, vous êtes là pour les implémenter, tout va bien. Merci. Je vais laisser la question du... Exact, c'est ce que j'allais dire. Je vais laisser la question de Walid à Neila et je vais prendre la question sur la qualité qui d'après moi, est un... Qualité. Qualité. Ah, d'accord. Alors, sur la partie qualité des données, et en fait, qualité des données, pourquoi? C'est pour être, on va dire, incisif et générer plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est un peu la notion de qualité. Je vais illustrer ça par 2 ou 3 exemples. Le premier, c'est quand on parle de qualité, c'est quoi une donnée de bonne qualité? Et je vais illustrer ça par un exemple
qu'on a vécu chez Tunisiana pendant la Révolution. La Révolution 13 ou donc 14 janvier, donc 12-13, il y a eu, et on est dans le multicanal, et il y a eu plein de posts sur Facebook ou via le centre d'appel, des gens qui avaient de la difficulté à trouver un point de vente pour avoir du light ou une carte pour charger leur téléphone, pour appeler leurs proches, et vu la sécurité ambiante ou l'insécurité ambiante à ce moment-là. Et à ce moment-là, donc c'est parti de posts sur Facebook à une escalade au management, à la direction générale, puis une décision pour accorder à toute la base client de Tunisiana 5 dinars, donc 1 dinar tous les jours pendant 5 jours. Donc cet acte-là était un acte qui était très apprécié par la clientèle, et c'est parti d'un média digital, mais surtout accompagné par un process de remontée d'informations et surtout une décision rapide. Ça, c'est la première illustration sur la partie qualité de données. Qualité de données, on le voit aussi dans un second exemple qui est sur aujourd'hui le client dans son 360. Donc il consomme, on le voit dans la boutique, on le voit sur Internet, on le voit à Tunis, à Tozeur, donc en roaming. Donc aujourd'hui, notre objectif, il est double en suivant cette partie donnée, que ce soit avec un big data ou un small data. L'objectif est d'avoir ces informations-là qui nous permettent deux choses. Un, c'est améliorer son expérience client, et deux, bien entendu, développer le business de notre entreprise. Sur le premier point, améliorer son expérience client, et je reviens au centre d'appel. Un bon centre d'appel, ça c'est une vérité qui est importante. Le meilleur centre d'appel, vous savez c'est lequel? Le meilleur centre d'appel, c'est celui qui ne reçoit jamais d'appel. Donc, toute l'idée est de travailler sur les process métiers, sur les process clients qui permettent à ce client-là de vivre sa meilleure expérience client, et que le process soit 5 sur 5 pour qu'il n'ait pas de réclamation et pour qu'il ne soit pas dans le besoin d'appeler un centre d'appel ou de se déplacer dans la boutique. Deuxième illustration, pour un client, quand on parle de qualité de données, aujourd'hui, un client, quand on le suit dans son expérience client, et là je prends le volet chiffre d'affaires, très simple, quand je vois quelqu'un qui a changé par exemple de téléphone ou de smartphone, ça c'est un élément qui est détecté. Quand je vois par exemple que c'est un utilisateur de Facebook ou d'Internet par exemple, ou d'un service bien déterminé, si je vois qu'il a changé de terminal, je détecte pendant 2 ou 3 jours qu'il n'a pas utilisé Internet, et ben j'ai une campagne d'appel sortant qui appelle le monsieur ou la dame, l'utilisateur, pour lui expliquer, pour anticiper une réclamation et l'aider à trouver le bon usage. Je finis par un troisième point qui fait un peu le combinatoire et la combinaison de toutes les dernières questions. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est important aujourd'hui, et peut-être ce débat-là, il n'aura pas lieu dans 10 ou 15 ans. C'est ce que vivent aujourd'hui les enfants, nos enfants, et une bonne partie des enfants. Je ne veux pas parler de la totalité parce qu'il y a un vrai travail à faire sur ce sujet-là. Mais regardez, une famille, quand il y a 2 adultes et 2 enfants, un laptop, un PC, 1 ou 2 smartphones, la Livebox ou la Dreambox, je ne vais pas rentrer dans le sujet piratage ou autre, mais toute cette combinaison-là, aujourd'hui, c'est une PME. C'est une PME avec 4 ou 5 objets connectés, avec l'ensemble des problématiques de qualité de service, de réseau, de développement, de sécurité. Et aujourd'hui, je pense que nos enfants aujourd'hui, qui à l'âge de 4, 6 ou 8 ans, qui sont devenus des trapézistes des nouvelles technologies, je pense que dans 10 ans, ils ne se poseront pas ces problématiques-là, transformation ou pas transformation. Je pense qu'ils atterrissent dans le monde de l'entreprise avec leurs idées. Déjà aujourd'hui, quand on voit dans la majorité des écoles primaires ou secondaires, quand on voit dans la journée ces cours magistraux et les méthodes éducatives qu'on a subies il y a une vingtaine d'années, quand l'enfant, pendant toute sa journée, il voit ça avec le style de toute la journée, le style directif et les exposés, et quand il reprend la main à 19h avec sa tablette ou sur sa télé, je pense qu'il y a un grand écart à combler et un grand écart intellectuel, et c'est le vrai
changement qu'il faudra faire et sur lequel il faudra travailler, le côté éducation, éducation, éducation. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter 2 mots par rapport à la partie qualité de données, vu que c'est au cœur de notre métier, hein, nous, business et décision. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux enjeux et aux challenges technologiques pour permettre et garantir cette qualité de données, il y a des moyens aujourd'hui, il y a des outils. On est en mesure de vous accompagner pour avoir des données fiables, pour pouvoir transformer également les données et alimenter également les données de façon fiable et avec des données qui ne soient pas erronées. Et donc, sur cette phase-là, et ce qui représente effectivement le socle et probablement la partie la plus déterminante sur un projet global pour lequel on aimerait faire derrière de la segmentation, du profiling et toutes ces problématiques analytiques autour du client. Cette partie, vous avez raison, elle est déterminante, elle est importante et nous la couvrons. Elle représente 80% des projets que nous réalisons chez Business et Décision. Alors la dernière question qui était autour du e-commerce. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a parlé ce matin dans la première intervention, finalement, d'un cercle élargi de clients, d'une sphère élargie et d'une définition élargie du client. Le client, aujourd'hui, c'est plus le client au sens classique du terme. Le client, c'est un visiteur qui vient dans ma sphère. C'est un visiteur qui arrive chez moi, qui, à un moment donné, va utiliser un service gratuit, qui ne va pas forcément payer, qui va taper un mot-clé, qui va, à un moment donné, avoir des relations, pour revenir au R, avec l'entreprise, avec les collaborateurs ou avec d'autres amis, comme dans le cas de Facebook, avec d'autres personnes. Et finalement, l'entreprise qui réussit, c'est celle qui va pouvoir valoriser ce e-commerce et le monétiser sans que ce soit forcément via du e-commerce. Donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi des usages qui sont devenus très courants et le e-commerce n'est qu'un moyen parmi d'autres. Alors, j'ai la lourde mission Ah, tu voulais rajouter quelque chose? Juste, je voulais rajouter un petit mot sur la qualité de données. Et justement, c'est un point assez important. Hein, donc, c'est un souci assez majeur si on veut développer le CRM, donc la relation avec la clientèle au niveau du système d'information. Si on veut développer la BI aussi, hein, c'est un souci assez majeur. Et il faut qu'au préalable, on parle de données assez fiables, contrôlées, qu'on ait un souci d'améliorer continuellement les informations, surtout les informations clientèle. Donc c'est un point qui doit être toujours mis en regard par rapport aux différents projets qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise. Reste qu'aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est aussi, il y a le côté peut-être opérationnel de tous les jours, il faut servir le client et tout, mais aussi il y a le côté où c'est de bien renseigner le système d'information. Nous, au niveau, que ce soit nous pour la banque, au niveau des agences, etc. Donc, justement, c'est un point sur lequel il faut qu'on soit assez sensible pour que demain, on puisse donc assurer cette transformation digitale et mieux gérer la relation avec la clientèle et aller vers tout ce qui est business intelligent. Alors, on doit conclure. Dernière anecdote pour vous sur les spécificités nationales. Quand je faisais du conseil en stratégie dans le digital, dans une autre vie, j'ai fait beaucoup de pays et ma dernière slide de ma présentation PowerPoint, c'était « Chez nous, c'est pas pareil ». Voilà. Donc c'est normal, on croit toujours que voilà, on est très différents. C'est tout à fait vrai pour un certain nombre de points, donc il faut tenir compte de ces spécificités et pas appliquer les modèles bêtement. Mais vous avez quand même des grandes tendances. Quand vous prenez effectivement Amazon, Facebook, Google, ils ont démontré que sur la quasi-intégralité de l'humanité, avec ces cultures si diverses, ils avaient quand même globalement un succès à peu près équivalent d'un pays à l'autre. Donc, généralement, ces points-là sont uniquement des contraintes qui s'en vont et les gens s'adaptent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus nous qui changeons pour nous adapter à ces modèles que ces modèles qui s'adaptent à nous.
Il y a une autre blague. En fait, je vais juste, il y a quelqu'un qui a fini sa présentation la semaine dernière avec ça. En fait, en parlant de digital et d'avenir et tout ça, je pense que ça peut être, le parallèle peut être fait. Il dit, votre avenir dépend de vos rêves. Donc, après cette matinale, courez vite, faites une bonne sieste. Bon, alors je ne vais pas conclure, du coup. je vais simplement d'abord vous remercier d'avoir assisté à cette table ronde. J'aimerais vous inviter aux 2 ateliers qui vont se dérouler maintenant. Un atelier autour de Caillou, la plateforme collaborative Caillou. Un autre atelier autour de HubScan, qui permet en fait de transformer les données visiteurs en données fiables et en données qui permettent de booster les taux de transformation de l'entreprise. Donc je vous invite à y aller et à découvrir ces 2 outils. Et puis vous annoncez qu'il y a un quiz avec une tablette à la clé, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai le droit de participer? Non. Vous devez vous connecter sur tn.businessdecision.com/matinal-digital. Non, c'est pas underscore, c'est tiré 6 digital. Voilà. Donc merci encore.